Et on va voir avec nos invités qui sont là avec nous, que je vais présenter dans un instant. Bonjour à tous. On va voir avec eux justement que cette réalité virtuelle, eh bien, elle peut être faciliter justement tout ce qui se passe sur les points de vente, grâce notamment à des casques de réalité virtuelle pour faire des ventes. Et on a aussi le terme de V-commerce qui va s'appliquer à des procédés innovants par lesquels une transaction commerciale va être réalisée directement dans un environnement 100% virtuel. Et on va aussi voir l'univers du gaming comme une nouvelle opportunité pour les marques de trouver de nouveaux clients. On a vu depuis ces 20 dernières années en fait, que le commerce physique et le commerce électronique s'étaient développés, on va dire, de manière séparée. Mais aujourd'hui, ils se sont réconciliés et notamment durant la crise Covid, on voit maintenant qu'on peut offrir aux consommateurs et aux clients B2B le meilleur de ces deux mondes. Alors, on va voir justement plus en détail toutes ces nouvelles formes de commerce avec nos intervenants qui représentent des entreprises très variées. Alors, je vais vous présenter tout de suite. Donc, on a Romain Blanco. Bonjour Romain. Alors, toi, tu es Managing Director chez le New Black, qui développe un SAS de prise de commande commerciale pour accompagner les responsables commerciaux dans leur développement d'enseignes multimarques, notamment dans la mode, le luxe ou encore la décoration. Donc, on est vraiment du côté B2B. Et après, tous nos autres intervenants sont vraiment plus sur le côté vers l'expérience client finale. Donc, on a Alexis Aragon. Bonjour Alexis. Toi, tu es Managing Director chez Skinvaders, une start-up qui produit et distribue les collections virtuelles des marques dans le métavers. Donc, toi, tu travailles depuis 2 ans sur la mode virtuelle avec la création notamment de Stylé, un studio, puis Skinvaders. On a Samuel Monde. Bonjour Samuel. Donc, toi, tu es Head of Account and Strategy chez Vcult, une agence de conseil et de production spécialisée dans les technologies de l'immersion. Avant de rejoindre cet univers, tu as d'abord travaillé dans la communication en agence de pub, puis tu as rejoint le pôle startup lillois Eura Technologies. Tu as travaillé notamment dans une agence de SEO, la revanche des sites, et après, tu as rejoint Vcult. On a notre femme de cette table ronde, Marie Dugas. Bonjour Marie. Bonjour. Donc toi, tu es Head of Sales chez Skyboy, un outil de marketing destiné à créer des expériences immersives à 360 degrés et génératrice de data et de conversion. Et donc, vous œuvrez dans 2 secteurs prioritaires, c'est la culture, tourisme et le luxe. Et pour finir, nous avons Maxime Patz. Bonjour Maxime, toi tu es CEO Bonjour et Natacha. cofondateur de Visual AI. Alors, vous développez une expérience d'essayage virtuelle dans laquelle, en fait, le consommateur va choisir un mannequin dans lequel il ou elle s'identifie. Mais vous allez tout de suite nous en dire plus, puisque je vais vous proposer de nous expliquer plus en détail, en fait, les spécificités de vos entreprises et en quoi, justement, elles s'inscrivent dans ces différentes nouvelles formes de commerce. Marie, je te propose de commencer avec Skyboy. Merci beaucoup. Alors, Skyboy, c'est un outil marketing. Je vais montrer peut-être pendant qu'on parle un petit showreel parce que c'est très, très visuel ce qu'on fait. Donc, c'est un outil marketing qui permet de créer et de gérer des expériences immersives sur mobile. Alors là, Pardon. J'essaye de partager, mais je ne sais pas si vous voyez mon écran. On ne le voit pas encore pour l'instant. Non. Okay, ben, on ne va peut-être pas voir, à moins que tu puisses le montrer pendant que je parle. Écoute, je n'arrive pas à partager l'écran. Désolée. Oh, dommage. Ouais, exactement. Donc, Skyboy, c'est un outil qui permet de créer, de gérer des expériences immersives à 360 sur mobile, donc directement sur le portable des utilisateurs finaux, sans application à télécharger, ce qui est très important. Là, on est en train de parler effectivement de commerce augmenté. Donc, en amont du commerce, il y a le marketing. Et nous, ce qu'on permet, c'est de transformer en fait les campagnes de marketing de nos clients en des expériences dans lesquelles ils vont pouvoir, auprès de leurs clients, sur des points spécifiques ou complètement dans du virtuel, dans des environnements qui ont été créés hors sol, on va dire, de créer… merci de montrer notre technologie qui est vraiment ce qu'on appelle de l'overlap reality. C'est-à-dire qu'on est dans du virtuel, mais sans casque VR. Voilà. Donc, on augmente le réel en réalité. Donc, on est à la fois de l'AR et de la VR. C'est une technologie qui est brevetée et qui est unique. Ce que ça permet pour les marques, c'est vraiment de pouvoir mieux véhiculer leurs valeurs, de pouvoir informer aussi sur des produits ou des événements qu'ils veulent mettre en avant. De pouvoir vendre directement depuis une expérience. Vous avez des touch points dans l'expérience qui permettent d'acheter un produit directement et d'utiliser également la gamification. Donc là, on est sur des univers vraiment dans l'exemple que vous montrez de
de patrimoine, de tourisme, etc. Mais on travaille principalement avec les marques de luxe, je dois dire, pour qui toutes ces techniques marketing et de communication, que sont vraiment la transmission de valeur, l'immersion dans l'univers de la marque, sont clés. Et c'est vrai pour d'autres secteurs aussi aujourd'hui. Donc voilà ce qu'on fait et ce qu'on crée pour nos clients. Alors, je vais arrêter le partage d'écran, du coup, je suis en train de Oui. chercher. Oula, vous le voyez encore là, c'est ça? Oui, on voit tout encore. Alors, attends, je suis en train d'essayer de sortir du partage. Désolée. Maintenant, j'arrive plus. Moi, je ne suis pas arrivée à y rentrer, toi, tu n'arrives pas à en sortir, d'accord? Ah bah voilà, super. Alors, attends, j'essaye de sortir. Je n'arrive plus à... Ah voilà, excusez-moi. C'est bon, j'ai réussi. Ok, parfait. Bah, merci beaucoup en tout cas, Marie, de nous avoir présenté Skyboy. Et je propose à Maxime de continuer avec Visual AI, avec l'essayage en ligne. Bonjour à toutes et à tous, je vais essayer d'être rapide. Donc, nous, chez Visual, on développe une expérience d'essayage virtuel pour les sites e-commerce des marques de mode. Concrètement, comment ça se passe? En tant que consommateur, vous allez arriver sur le site de votre marque préférée pour choisir un mannequin parmi une sélection que la marque aura faite. Ça peut être 5 mannequins, 10 mannequins ou 150 mannequins pour certaines marques. Et vous pourrez ensuite voir n'importe quelle pièce d'une collection et n'importe quel look porté par ce mannequin. Donc, c'est une nouvelle manière de naviguer sur un site qui, on l'espère, va venir remplacer le vieux triptyque homepage, category page, product page, qui n'a pas changé depuis 15 ans. Et notre spécificité chez Visual, c'est qu'on ne fait appel ni à la 3D, ni à des avatars, mais on utilise des mannequins qui sont des personnes physiques qui ont été shootées en studio. On pense que c'est clé aujourd'hui pour, d'une part, aider les clients à se projeter, et surtout, on va prendre en fait les marques et les consommateurs là où ils sont aujourd'hui. À savoir qu'aujourd'hui, on est tous habitués à avoir des mannequins qui portent des vêtements avec des packshots en 2D, et petit à petit, on va les amener les marques avec plus d'interactivité en y mettant de la 3D, en y mettant de la vidéo. Voilà. Et du coup, en une phrase, on peut dire c'est qu'on met la technologie au service d'une expérience qui soit plus inclusive et plus interactive pour les marques de mode. Ok, merci Maxime. Et Romain, je te propose de nous présenter le côté plus B2B avec le New Black. Bonjour à tous, bonjour Natacha. Alors nous, on propose une solution de showroom virtuel et d'outils de prise de commande pour les marques de mode, et notamment plus spécifiquement pour leur gestion du wholesale, donc la gestion de leurs vendeurs multimarques. On est une entreprise qui a été créée en 2009, donc on est parmi les plus anciens autour de la table avec Vicult. En termes de technologie aujourd'hui, on est vraiment sur une solution SaaS qu'on propose aux marques de mode. On propose un écrin digital pour qu'elles puissent présenter leur collection durant les Fashion Week notamment. On sait que les 2 dernières années ont été bouleversantes pour ces marques de mode, notamment pour pouvoir assurer la continuité de leur business avec des acheteurs qui ne pouvaient plus voyager. Il a fallu mettre en place des solutions nouvelles qui permettent à ces marques de continuer d'échanger, de commercialiser leurs produits, même à distance. Donc, plus simplement, on est un site e-commerce, mais uniquement à destination des acheteurs B2B. L'accès au showroom est simplement par invitation de la marque à destination des acheteurs. Les acheteurs pouvant être les acheteurs de printemps, Galeries Lafayette pour le marché français, mais évidemment des acheteurs B2B qui seraient dans le reste du monde. On a aussi une solution hybride pour les expériences physiques, et notamment avec un outil de prise de commande sur application iPad que les vendeurs utilisent dans les showrooms de présentation de collection des marques. Voilà concrètement ce que l'on fait. Merci beaucoup, Romain. Et Samuel pour Véculte. Tu nous présentes Bonjour tout le monde. vidéo, je crois, c'est ça, hein? Je vais vous présenter un petit support visuel, effectivement. Vicult, moi, j'ai rejoint cette société en 2015, mais c'est une société qui existe également, comme Romain, depuis 2009. À l'époque, on était focalisé sur quelque chose de très différent de ce qu'on réalise aujourd'hui. On avait créé à l'époque Bilula, qui est, on va dire, un réseau social immersif sur le web, donc une sorte de proto-métaverse / multiverse. C'est un projet qui nous a permis de partir aux États-Unis en 2015 dans un accélérateur de start-up qui s'appelle Boost VC. Donc, c'est un accélérateur de start-up en Silicon Valley qui est très focalisé sur réalité virtuelle, blockchain, AI. L'idée étant à l'époque de réaliser un peu l'American Dream, faire la levée de fonds, accélérer sur le projet.
On a eu d'excellents feedbacks sur la techno, mais on nous a dit vous êtes beaucoup trop en avance sur le marché, en fait. Il n'y a pas de marché, quoi. Et même aujourd'hui, en 2021, sur ce qu'on appelle le social XR, on n'y est pas vraiment tout à fait, quoi. Donc, en 2016, on s'est structuré en agence B2B parce qu'on a vraiment flairé le potentiel naissant en B2B. Donc, on s'est structuré en agence de conseil et de production centrée sur les technologies immersives, donc réalité virtuelle, réalité augmentée, 3D web, pour accompagner les entreprises dans leur transformation digitale. Et là, c'est le moment où je vais vous partager le showreel. Alors, écran partagé. Vous me dites si vous voyez mon écran. C'est bon pour tout le monde? Impec. On y va. C'est bon. Donc, Vicult, créer des solutions d'immersion pour booster la performance des entreprises. Ça peut se traduire de la manière suivante: aider les entreprises à faire de meilleures décisions, donc les aider à réaliser un planogramme de merchandising, les aider à visualiser un nouveau concept de magasin en réalité virtuelle. Ce qu'on a fait également avec les chambres d'hôtel pour le groupe Accor. Ensuite, on a la partie un petit peu plus expérientielle, donc storytelling de marque, défilé Etam Live Show 2016 lors de la Fashion Week. La même chose en live streaming pour Balmain, Hôtel de Ville de Paris en 2018. Donc, c'était le défilé Balmain streamé en vidéo 360 directement depuis leur fanpage Facebook. Là, on arrive sur une dimension un petit peu plus éducation d'entreprise avec le groupe Moët Hennessy. Donc, comment est-ce qu'on fait des scénarios de formation, serious game, ou alors plutôt éducation, storytelling des différentes maisons de luxe en réalité virtuelle, en immersion de manière générale. Et enfin, une partie un petit peu plus expérience client, donc ici du e-commerce 3D avec Decathlon, donc pouvoir visiter les tentes Quechua en 3D depuis site e-commerce. On a également des choses similaires qu'on réalise en application réalité augmentée avec Saint-Maclou notamment. On est en train de réaliser une application de home planner en réalité augmentée pour permettre aux clients de prévisualiser un revêtement de sol ou de mur chez soi avec son téléphone. Il y a pléthore de cas d'usage. Encore une fois, on est une agence, donc on touche un petit peu à tout. Nous, on fait vraiment du sur-mesure. Nos clients sont essentiellement des maisons de luxe, mais également du retail. Decathlon, Boulanger, Leclerc, Saint-Maclou, comme je l'ai évoqué. Pourquoi le retail? C'est que, comme Natacha l'a évoqué, nous, on a un ancrage lillois. Donc forcément, le retail est dans notre ADN. Ça va même jusqu'à notre capital indirectement. Donc, nous, on a vraiment une approche des technologies de l'immersion très pragmatique, très héroïste. Comment est-ce qu'on crée de la valeur ajoutée? Comment est-ce qu'on résout des problèmes métiers? On part du quotidien de nos clients pour arriver à des solutions qui font sens. Et je vais m'arrêter parce que je pourrais encore continuer pendant des heures. Merci beaucoup, Samuel. Et pour finir, nous avons Alexis de Skinvaders qui nous emmène totalement dans le virtuel de son côté. Oui, merci Natacha et bonjour à tous et à toutes. Effectivement, Skinvaders, c'est un acteur de la digital fashion, donc ce qu'on appelle mode virtuel aujourd'hui. Et la mode virtuelle, ça se passe essentiellement dans les jeux vidéo. Donc, on pourrait employer le nom de métaverse qui englobe beaucoup de choses. Mais voilà, aujourd'hui, dans le jeu, qui est une industrie qui se porte très bien, les joueurs achètent des éléments cosmétiques pour habiller leurs avatars. Et nous, on va en fait accompagner les marques, donc essentiellement les marques de mode, que ce soit dans le luxe ou non, à digitaliser leurs collections et à les distribuer dans ces différents jeux sur ces différentes plateformes. Et donc, ça se passe par des accords de licensing qui nous donnent la possibilité de représenter ces marques auprès des éditeurs, auprès des développeurs de ces jeux et de ces plateformes virtuelles. Et donc, ça va être pour créer de l'awareness auprès d'une population cible bien identifiée sur une zone géographique où la marque a un intérêt de développement commercial, ou pour vendre ces items virtuels auprès des joueurs qui vont les utiliser pour renouveler le look de leurs avatars. Merci Alexis. Alors merci d'avoir présenté plus précisément vos sociétés. Maintenant, on va pouvoir vraiment voir plus en détail ensemble. Finalement, c'est quelles sont les attentes des consommateurs qui vont justement pousser les marques aujourd'hui à venir vers vous et à faire appel à vos services. Samuel, est-ce que tu peux nous donner quelques informations? Toi, c'était un peu plus concret, chiffré, justement, qui racontent ces attentes.
Ouais, tout à fait. Encore une fois, dans notre approche Vical très pragmatique, très héroïste, nous, on aime bien partir d'un constat simple, c'est que par exemple, si on s'intéresse à la réalité augmentée, on se rend compte qu'on a déjà 100 millions de consommateurs dans le monde qui utilisent déjà la réalité augmentée dans leur parcours client, peut-être pas au quotidien, mais là, on est même pas dans une projection future, on est déjà dans des usages qui sont ancrés dans le quotidien de beaucoup de personnes, notamment dans les territoires asiatiques. Aujourd'hui, avoir une expérience client immersive, c'est même plus un icing on the cake, c'est un must-have en fait. C'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour attaquer ces marchés-là. On a également une étude qui montre que c'est Shopify qui avait réalisé cette étude cette année qui montre que en fait, intégrer un module de réalité augmentée ou de 3D sur un site e-commerce permet de booster les taux de conversion de 94%. Donc, selon que vous avez une fiche produit qui est traditionnelle, photo, vidéo, assez standard, ou vous avez un contenu un petit peu plus engageant, un petit peu plus immersif, bah, concrètement, vous multipliez vos ventes par 2. Donc, ça, c'est assez parlant. Je peux enfin citer un dernier indicateur. Il y a 50% des consommateurs qui estiment que pouvoir voir son produit en réalité augmentée, donc si vous prenez par exemple l'exemple de IKEA Place, donc l'idée c'est de par exemple placer un canapé en réalité augmentée avec votre téléphone pour voir si ça match avec votre décoration d'intérieur, si ça rend bien dans votre salon. Bah, en fait, simplement, ça permet de diminuer les retours magasins, les retours stock. Donc, en fait, on parle d'optimisation du parcours client, mais on parle également de l'optimisation de toute la chaîne de valeur, qu'elle soit logistique, gestion des stocks, etc. Donc, on va beaucoup plus loin que juste le point de vue consommateur. Nous, Vicult, on aime bien également montrer toutes les incidences que ça peut avoir en termes de transformation des organisations, quoi. Ok, merci Samuel. Et Alexis, est-ce que tu peux nous dire justement ce qu'attendent les consommateurs dans le métavers, dans tout ce qui est gaming? Oui, bien sûr, avec plaisir. Aujourd'hui, c'est vrai que les consommateurs, alors, il y a 3 milliards de joueurs dans le monde, donc c'est énorme. On est très loin d'un peu de l'image stéréotypée de l'adolescent dans sa chambre. Le joueur moyen, il a plutôt 30 ans. Enfin voilà, le gaming est devenu, en fait, fait partie de la culture mainstream maintenant. On a tous au moins joué à un jeu dans sa vie, même sur mobile. Et c'est des consommateurs qui ont soif d'expérience. Et en fait, pour les marques de mode, l'expérience, ça fait vraiment partie intégrante du storytelling, surtout pour les marques du luxe. Et en fait, bien souvent, il faut pouvoir toucher ces cibles, ces consommateurs, avant l'acte d'achat. Et donc, le jeu vidéo, le métaverse, c'est une opportunité unique pour aller toucher une population mondiale sur des cibles d'âge très différentes, dans des environnements où ces joueurs, ces consommateurs sont très engagés, où ils passent beaucoup de temps, surtout les nouvelles générations. Et donc, il y a un peu des nouvelles façons de socialisation qui sont en train de se créer. C'est-à-dire, on passe du temps online, connecté dans ces univers virtuels, à retrouver ses amis, à jouer, mais pas juste à jouer, à aussi socialiser, à créer, à partager des choses. Et en fait, c'est un monde où historiquement, la mode n'est pas présente parce que c'est un univers très technologique. Mais pour autant, il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités. Et les joueurs, qui eux-mêmes ont une vie réelle, ont envie de retrouver les marques qu'ils aiment dans ces environnements virtuels. Donc, il y a un peu finalement une volonté qui se crée des deux côtés de la barrière. Et ce que Skinvaders essaye de réaliser, c'est de créer en fait le pont entre les deux. Ok, merci beaucoup Alexis. Et Maxime, pour toi, quelles seraient les attentes par rapport à ce que vous faites avec Visual de la part des consommateurs? Yes. Alors nous, on va répondre à deux gros enjeux pour les consommateurs et pour les marques. Le premier, c'est un enjeu d'inclusivité. Et le deuxième, un enjeu d'interactivité, mais les deux sont très liés. On a fait, puisqu'on parle de chiffres, on a fait un questionnaire auprès d'une centaine de consommatrices qui nous ont confié que déjà les images des vêtements portés par des mannequins,
c'est ce à quoi elle faisait le plus attention sur les sites e-commerce des marques. Et il y a une étude canadienne qui a été faite il y a quelques années qui montre que lorsque les marques vont aller montrer des mannequins dans lesquels leur cible s'identifie, l'intention d'achat va augmenter de plus de 200%. Et en fait, aujourd'hui, nous, avec Visual, on va essayer de redonner déjà la main aux consommateurs dans le choix des mannequins qu'ils vont voir sur les sites e-commerce et dans le choix des looks qu'ils vont pouvoir mettre sur ces mannequins. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, c'est quelque chose avant qui était figé, qui était choisi par une direction artistique à un instant T qui ne pouvait plus évoluer. Et là, c'est le consommateur qui va pouvoir, lui, faire ça à sa guise. Et extrêmement lié à ça, il y a l'enjeu d'inclusivité. Donc, l'inclusivité, ça va être le fait de montrer des mannequins qui représentent la diversité de la société. Et c'est disons, une volonté, une attente sociale des consommateurs. Et les consommateurs aujourd'hui, ils attendent des marques qu'elles partagent leurs convictions sociales. Et c'est très compliqué pour les marques d'être vraiment inclusives, je dis at scale, à l'échelle. Pourquoi? Parce qu'il y a un cliché aujourd'hui qui est de la part des marques de mode qui va être de dire je choisis un mannequin black ou métis pour une campagne de pub et je vais dire à tout le monde je suis une marque inclusive. La vérité, c'est que c'est très bien d'utiliser des mannequins de diversité dans les campagnes de pub, mais ça ne rend pas l'expérience pour autant inclusive. Et aujourd'hui, en fait, l'essayage virtuel est un des seuls moyens que les marques ont à leur disposition pour vraiment devenir plus inclusive. Ok, merci Maxime. Et tu voulais peut-être montrer non, à quoi ça ressemble, je ne sais pas. J'enverrai le lien dans le Ouais, chat. ok, parce que ça peut être intéressant pour se rendre compte Ouais, carrément. Moi, je vais voir. comment se passe l'essayage. Et pour toi, Marie, du coup, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur les attentes que peuvent rencontrer justement les consommateurs? Alors effectivement, il y a de plus en plus de consommateurs. En ce qui concerne Skyboy, on est vraiment sur le mobile des gens. Donc, c'est un peu tout le monde, on va dire. Mais les attentes principales, ça va être peut-être de bien pouvoir comprendre les valeurs des marques. C'est-à-dire que si on a le sentiment qu'on les comprend, on peut s'y associer plus facilement. Et comme il y a un grand désir de partage sur les réseaux sociaux en règle générale, mieux on aura compris, plus on aura un sentiment d'appartenance aux valeurs de cette marque et plus ce sera facile et souhaitable même de partager, c'est-à-dire que tout ce qu'aura créé la marque en matière de communication, de marketing, seront des assets qu'on va s'approprier en fait pour les partager, qu'ils nous mettront en valeur en tant que consommateurs. Voilà, donc ça c'est très important. Et puis je pense que le consommateur, il s'attend aussi de la part des marques à ce qu'elles respectent ses usages. Donc c'est un peu ce que disaient Maxime et Alexis aussi, c'est-à-dire avoir envie d'aller dans l'omnicanalité, tout simplement, avoir envie que la marque rentre en contact avec lui à des moments qui sont assez évidents, qui font sens. Et c'est vrai que nous, le fait d'être toujours dans cette idée de augmenter la réalité, augmenter le réel, avec une qualité cinématographique donc qui paraît encore plus réelle que de la réalité, on va dire, augmentée traditionnelle. Ça leur permet effectivement d'avoir des assets à partager qui sont très qualitatifs. Et aussi, ça répond au fait qu'on entre en contact avec eux en tant que marque de manière complètement fluide et sans couture, quoi. Et ça, je pense que ça répond à de fortes attentes aussi. Qu'il n'y ait pas de choses à télécharger, de parcours compliqués, etc., quoi. Ok, bah merci en tout cas d'avoir pu partager au niveau déjà des consommateurs finaux, parce qu'on était vraiment C'est sur ça. cette partie-là avec vous quatre. Et là, je vous propose de voir avec Romain le côté plutôt B2B. Donc finalement, quelles sont les attentes des retailers et des marques qui vont les pousser à rejoindre le New Black? Alors, nous, on a deux types d'utilisateurs. On a d'un côté, effectivement, les marques et de l'autre côté, ceux qui vont utiliser notre site pour passer des commandes, donc les revendeurs. Et dans les revendeurs, on va distinguer les multimarques de centre-ville qu'on va retrouver à Paris ou en province, qui vont acheter différentes marques et qui, concrètement, ce sont des entrepreneurs qui font leur vestiaire et qui connaissent bien leurs clients. Et les grands magasins. Donc voilà, c'est vraiment si on peut faire deux grandes catégories, ça va être celle-ci. Il y a plein de sous-catégories, mais là, on va dire, on a ces deux-là. Les attentes pour les grands magasins sont vraiment différentes de celles des multimarques. On a fait une étude récemment où on a interviewé une dizaine de multimarques et de grands magasins français pour comprendre un petit peu quelles sont ces nouvelles attentes. Parce que clairement, les attentes qu'on avait il y a 2 ans et celles qui sont aujourd'hui sont
complètement différente dans la mesure où le Covid est venu bouleverser la relation entre une marque et son acheteur. Déjà, il y a une première chose, c'est évidemment la digitalisation est une attente forte. Simplifier, permettre de pouvoir assurer la continuité du business malgré le fait que les acheteurs ne puissent pas travailler, ça c'est clairement une attente. Mais pour cela, il faut pouvoir offrir une expérience un peu plus riche que celle qu'on a pu avoir dans le passé. Je donne un exemple, il y a 2 ans, sur les showrooms virtuels, showrooms digitaux des marques, très peu mettaient des visuels, mettaient souvent des dessins des produits, tout simplement parce qu'ils avaient peur de la copie. Nous, dans les ventes B2B, on intervient avant la production, 1 an avant la commercialisation des produits. Donc, il y avait une grande peur de la copie de la part des marques créatives et par conséquent, elles ne voulaient certainement pas partager les designs de leurs produits. L'acheteur, s'il souhaitait acheter, devait venir physiquement en showroom pour pouvoir voir les produits dans un showroom fermé, exclusif et confidentiel. Bon, tout ça a éclaté les 2 dernières années, évidemment, puisque c'est difficile de rassembler des acheteurs tous dans le même showroom. Donc, il y a eu cette volonté de pouvoir accéder à ces collections de manière plus digitale. Et c'est là où on intervenait, où on a permis aux marques de pouvoir continuer d'assurer leur présentation à distance. Donc, ça a commencé en termes d'innovation, on reste quand même juste derrière ce que fait le e-commerce. Ce qui se passe aujourd'hui dans le B2B, c'est ce qui se passait il y a 5 ans dans le e-commerce. Donc, on n'est pas vraiment dans des innovations de rupture. Néanmoins, on s'inspire beaucoup de ce que mes confrères autour de cette table sont en train de mettre en place. Probablement ce qu'ils font aujourd'hui, c'est ce qu'on fera nous d'ici 5 ans. Mais aujourd'hui, ce qu'un revendeur ou un acheteur a besoin, c'est surtout de pouvoir bien voir le produit, éventuellement le toucher. Les marques ont été très créatives pendant le Covid et le Covid en showroom. Elles ont envoyé des boucles de matière, par exemple, aux acheteurs pour qu'ils puissent toucher. Vraiment, on est au niveau 0 d'innovation, mais c'était créatif et ça permettait de continuer à faire du business. Ça, c'est le premier point, c'est la digitalisation. Mais il y a un deuxième axe dans les réponses que les marques ont données, c'est la peur de cette désintermédiation. Donc, les acheteurs B2B, ils étaient pris par la main, ils étaient chouchoutés par leurs vendeurs pendant des années. Ils venaient en showroom, ils étaient invités à des défilés, ils étaient invités dans des hôtels magnifiques. Et puis, d'un seul coup, on leur dit, tenez, voici un accès et prenez votre commande. Vraiment, ça devenait très compliqué pour ces acheteurs de basculer d'un seul coup sur quelque chose complètement désintermédié. Et il y a une vraie tendance à la désintermédiation. Donc, la difficulté, c'est de pouvoir redonner de l'humain à des relations digitales. Il y a une vraie volonté. C'est la raison pour laquelle nous, on se positionne vraiment sur quelque chose d'hybride, avec cette possibilité d'avoir une relation avec l'acheteur en showroom physique, peut-être pas autant que les années précédentes. J'ai l'exemple d'une marque en tête qui faisait venir ses acheteurs coréens 6 fois dans l'année pour chaque nouvelle collection. Aujourd'hui, ils les font venir qu'une fois dans l'année, uniquement pour raconter le thème de l'année complète, et puis le reste des collections est présenté digitalement. Puis le troisième point, ce qu'on a appelé les 3D, digitalisation, désintermédiation et durabilité. Il y a une vraie, évidemment, tendance qui suit celle des consommateurs dans la nécessité d'avoir plus d'informations sur le développement durable, sur les politiques RSE des marques et la volonté des acheteurs d'être sûrs de l'information qui est partagée par ces marques-là. La durabilité, ça ne veut pas forcément dire uniquement développement durable, ça veut dire aussi l'intemporalité des produits, cette possibilité d'avoir une collection qui n'est pas nécessairement, qui ne va pas forcément être soldée en fin de saison parce qu'elle ne sera plus au goût du jour l'année prochaine. Il y a aussi cette volonté d'avoir des produits durables. Donc voilà, digitalisation, c'est clair, mais plutôt sur un modèle hybride. Désintermédiation, c'est un peu la peur qu'ont les marques et les acheteurs, mais néanmoins, ils savent très bien qu'on va passer par là. Il faut juste redonner un peu d'humain à tout ça. Et durabilité, je pense qu'on peut pas y échapper, c'est une nécessité. Merci Romain. Donc, on voit vraiment que vous suivez à distance le B2C du coup. Exactement.
Merci en tout cas de nous avoir partagé ces attentes aussi pour le B2B. Et je vous propose maintenant qu'on voit plutôt le côté frein, parce que j'imagine qu'à face à ces nouvelles formes de commerce, il y a forcément éventuellement des freins que vous pouvez rencontrer chacun par rapport à ce que vous développez. Et est-ce qu'il y a des solutions qui se mettent en place aussi par rapport à ces freins que vous rencontrez? Je propose à Maxime de commencer sur l'essayage virtuel, du coup. C'est parti. Alors, sur la question des freins, et puisqu'on est face à une audience française, de marques françaises, notamment de marques du nord de la France, moi, j'aimerais pointer une expérience qu'on a chez Visual, c'est qu'on parle à la fois des marques américaines et à des marques françaises et européennes. Et en fait, on sent une vraie différence d'approche quand les marques voient des nouvelles technologies. Alors, les marques françaises vont se dire, OK, c'est intéressant, on regarde ça de loin, mais on veut beaucoup de références et on veut des KPI sur 6-12 mois. Et c'est un peu, si tu veux, un frein à l'innovation, parce que forcément, sur les choses nouvelles, eh ben, il faut les tester, il faut peut-être se prendre un peu les pieds dans le tapis pour s'améliorer. Et à côté de ça, on discute avec des marques américaines qui, elles, ont une approche qui est complètement différente, c'est-à-dire qu'elles croient au cas d'usage et elles ont justement envie d'être les premières à tester et à profiter de l'effet innovation. Et donc là-dessus, un petit message à passer à l'audience aujourd'hui, c'est que voilà, si on veut que ce soit l'Europe qui reste un petit peu, et la France notamment, qui reste en avance de phase sur ces technologies, il faut essayer, il ne faut pas avoir peur d'être les premiers à faire quelque chose, quitte à ce que ce ne soit pas la solution parfaite au début. Et on a, nous, en France, des très bons ingénieurs, des très bons entrepreneurs, des très belles marques, un écosystème fashion qui, même s'il a été secoué par le Covid, est ultra résilient. Donc, ce serait dommage qu'on laisse d'autres pays prendre le lead là-dessus. Et je finirai ma diatribe, ma petite prise de parole en disant que aujourd'hui, on a. Ouais, moi, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ça reviendra tout à l'heure. Mais oui, c'est ça. C'est qu'en fait, les marques à l'étranger, les marques étrangères voient l'écosystème français comme un peu le Graal pour elles, avec des leaders alors, dans le luxe qui sont très puissants, mais aussi un écosystème de mode qui est extrêmement valorisé. Elles se disent, OK, comment faire l'extra miles, comment faire plus pour être plus fort que ces Français. Et ça fait peut-être 5-10 ans qu'elles sont dans cette optique-là. Et bien aujourd'hui, elles commencent vraiment à arriver à être plus fortes que nous. Donc, faut pas leur laisser ce leadership-là. Et j'invite du coup toute l'audience qui est en face de nous à nous contacter. Alors évidemment, nous chez Visual, mais aussi Marie, Alexis, Samuel, Romain et tous les autres acteurs de la Fashion Tech pour qu'on soit de nouveau en France les premiers à lancer des cas d'usage et qu'on soit les premiers sur l'innovation. Oui, du coup, être pionnier et pas suiveur. C'est exactement ça. On entend souvent même de la part de l'écosystème d'investissement qui disent que les Français sont plutôt des suiveurs. Et je trouve ça dommage parce qu'il y a des visionnaires, je pense, chez les marques et chez les entrepreneurs. Mais il y a ce côté en France de dire ah non, je ne veux jamais être le premier, il faut beaucoup de références. Déjà prendre un peu de recul et voir. Ouais, allons-y, lançons-nous et puis ça va bien se passer. Okay, en tout cas, si ça vous dit de vous lancer, vous serez bien entouré, hein, parce qu'on voit nos intervenants, ils maîtrisent bien le sujet, donc n'hésitez pas en tout cas. Marie, je te propose de ton côté de nous partager les freins que vous pouvez rencontrer et les solutions. Oui, alors merci d'abord Maxime, parce que effectivement, alors je trouve que dans le secteur de la mode, pour tempérer un petit peu, nous par exemple, on est accéléré par LVMH et Station F, donc il y a une vraie volonté de certaines marques quand même, et je dirais peut-être plus dans le luxe que dans d'autres secteurs de la fashion que sont le prêt-à-porter ou d'autres secteurs que sont les PGC, l'automotive, etc. Il y a une vraie volonté quand même de commencer à investir dans des choses un peu nouvelles. Mais c'est vrai que voilà, quand on compare aux États-Unis notamment, l'approche est assez différente. Mais je veux quand même leur rendre hommage parce que voilà, ils le font, en tout cas, ils le font pas mal avec nous. Non, les freins, alors il y a encore des freins. Là, on parle de métavers. Le métavers, on n'y est pas encore en réalité. C'est-à-dire qu'il y a encore des freins technologiques. On n'est pas aujourd'hui capable d'être dans un vrai métavers qui donne cette impression de réalité. Nous, on considère qu'on est un trait d'union vers le métavers, un mini-métavers qui ouvre diverses chaînes de réalité. Mais c'est vrai qu'on n'y est pas encore et que les solutions technologiques de device, de vecteurs, de véhicules vers le métavers sont encore en cours de réalisation. Et
et il faut que ce soit le moins intrusif possible pour l'utilisateur. Parce que sinon, bon, si ça reste complexe, on n'ira pas de manière aussi simple. Et puis, nous, on est mobile first, donc effectivement, il y a aussi le problème de la connectivité. On est Internet, donc il y a encore des endroits parfois où Internet fonctionne moins bien, où la connexion est moins bonne. Donc ça, ce sont des vrais freins qu'il faut encore lever. Je pense aussi au manque de contenu dédié encore à tout notre secteur d'AR, VR et OR en ce qui nous concerne. Vraiment, voilà, moi, j'encourage vraiment à créer, je crois que c'est Romain qui le disait, à créer plus de contenu, effectivement, dans cet univers-là, de tout ce qui est motion design, 3D. Même les marques doivent s'y mettre aussi, je pense, hein. Et puis voilà, mais bon, il y a plein de solutions. Ah oui, et puis aussi, je pense, le fait d'être toujours pour les marques, mais ça rejoint un petit peu le premier point, avec un petit temps de retard, ça veut dire que nous aussi, il faut qu'on évangélise un petit peu, il faut qu'on leur montre beaucoup le ROI. Donc ça, c'est des freins en fait qui nous poussent, nous, à créer des solutions qui ait des KPI au bout, qui ait de la conversion au bout, qui est voilà, pour à la fois les utilisateurs qui soient fidèles aux marques et pour les marques qu'elles convertissent, quoi, qu'elles vendent au travers de nos expériences. Ok, merci Marie. Alexis, dans le métavers, comment ça se passe, les freins? Alors, les solutions? oui, des freins, il y en a. En fait, nous, on fait le trait d'union entre les marques de mode et l'industrie du jeu vidéo, pour ne pas dire le métaverse, c'est une autre manière de désigner toutes ces plateformes. Et c'est deux univers qui sont très différents. Très différents à tel point que pendant très longtemps et jusqu'à peut-être 1 an ou 2 ans, ces deux univers qui se sont complètement ignorés parce que ils n'ont pas du tout les mêmes référentiels, que ce soit les référentiels techniques ou même des référentiels esthétiques, hein. Enfin, la mode dans le jeu vidéo, c'est quasiment inexistant. Ça a été très stéréotypé et ça l'est encore pendant très longtemps. Mais depuis 2 ans, notamment avec le Covid, il y a un peu cette poussée de ce nouveau sujet de la mode virtuelle, de la digital fashion, qui est principalement dû aussi à un changement côté consommateur. Et pour autant, voilà, donc il y a cette volonté, cette curiosité un peu de la part des marques de regarder du côté des jeux qui ont beaucoup de succès, des jeux dans lesquels les joueurs peuvent acheter des skins pour changer l'apparence de leur avatar, des jeux dans lesquels on sociabilise beaucoup. Et puis, il faut regarder les chiffres, ça donne le tournis, c'est-à-dire les jeux dont on parle, c'est des centaines de millions d'utilisateurs, des dizaines de millions d'utilisateurs actifs tous les mois. Et en termes de revenus, c'est des sommes assez conséquentes. Donc, il y a une curiosité, une envie d'aller vers ça, de suivre un peu les consommateurs. Et de plus en plus, de l'autre côté, les éditeurs de jeux, les plateformes s'intéressent aussi aux volontés de la marque de finalement faire du marketing d'une manière ou d'une autre, ou de commercialiser des produits dans leurs environnements. Chose qui n'a pas toujours été le cas. Ça fait très longtemps que dans les jeux, par exemple, on essaye de faire de la publicité, du placement product, un peu comme dans les films, mais c'est un environnement technologique tellement compliqué que c'est pas facile d'intégrer du contenu, des assets externes qui sont pas maîtrisés par le développeur, qui n'ont pas été produites par le développeur, etc. Donc il faut un climat de confiance, il faut que chacun puisse comprendre un peu le mode de fonctionnement et l'environnement de travail de l'autre. Et du coup, c'est pas évident. Donc, c'est aussi un rôle qu'on joue chez Skinvader, c'est un peu décomplexifier le monde virtuel pour les marques, expliquer un peu quelles sont les opportunités qui existent aujourd'hui, quelles sont les opportunités qui existeront demain, avec une volonté de
pas faire un coup marketing d'une fois sur une activation d'une campagne, mais vraiment rentrer dans une vraie relation sur du long terme pour vraiment accompagner la marque autour de la création d'une vraie stratégie pour le métaverse. Parce que même si aujourd'hui, on sait que, comme le disait Marie, le métaverse est encore en devenir et on n'y est pas, on sait que ça va arriver. Il y a trop d'enjeux économiques derrière et il y a déjà eu, il faut bien un peu aussi parler business, il y a déjà eu tellement d'investissements sur le sujet que sous une forme ou sous une autre, ça va arriver. Et que de toute façon, côté consommateur, il y a déjà des comportements de consommation qui sont nouveaux, qui sont liés à ce développement de ces technologies-là. Donc, il faut s'y préparer, il faut tester, il faut être capable de faire rentrer ça dans sa stratégie, un peu comme à l'époque où le e-commerce, les réseaux sociaux ont vraiment bouleversé nos habitudes et maintenant font complètement part de la stratégie des marques. Donc, c'est un peu l'enjeu aujourd'hui, c'est-à-dire que les pauvres marques qui ont subi effectivement la révolution e-commerce, la révolution social media, aujourd'hui, il y a une révolution métaverse, entre guillemets, qui est en route. Et il faut pouvoir la comprendre pour s'adapter. Il y a des articles qui parlent et certaines marques le font aujourd'hui, qui parlent du Chief Metaverse Officer, ce poste un peu qui va être créé à terme chez les marques. Nike l'a fait, Balenciaga a annoncé l'avoir fait. Enfin, voilà, ça va venir, ça va prendre du temps. C'est compliqué parce que, encore une fois, une marque de mode, c'est pas une société, c'est pas un environnement technologique. Produire des vêtements, il n'y a pas une dimension technologique extrêmement forte. Donc, c'est des nouvelles compétences, des nouvelles expertises, une nouvelle attitude aussi face à la technologie. Donc, ça va mettre du temps et on voit que malgré tous ces freins, ça va dans le bon sens et il y a des signes encourageants qui montrent que petit à petit, les deux univers vont se rejoindre. Ok. Oui, il y aurait eu une accélération même. Je crois qu'ils attendaient pour d'ici 5-10 ans des choses qui se passent déjà maintenant. Enfin, c'est ce qui s'est. Oui, complètement. Il y a une accélération. Et alors, un sujet dont on parle peu parce que c'est encore très complexe, c'est qu'à un moment ou à un autre, la 3D, la technologie 3D, va devenir un moyen pour les marques de designer leur collection. Et ça, c'est important parce que même si aujourd'hui, on n'en est pas là, c'est complexe, c'est une expertise différente, encore une fois. Il n'y a pas beaucoup de designers qui sont formés à utiliser l'outil 3D et puis encore même au niveau du côté réalisme et fidélité, on est encore très attaché à l'aspect physique, au toucher dont parlaient Romain, etc. Mais ça va arriver. Ça s'est passé dans d'autres industries. Là aussi, il y a des enjeux qui sont tels dans les économies à faire et aussi malgré tout dans la responsabilité écologique de produire de manière plus raisonnée. On va y arriver. Et quand on y sera, en fait, on aura dès l'étape de design d'une collection des produits virtuels qui existent avant la fabrication et qu'on va pouvoir réutiliser à plein d'étapes de la chaîne de valeur de la mode. Donc, de toute façon, cette chose-là va aussi accélérer un peu la digitalisation et le pont entre les marques et les mondes virtuels. J'en profite, Alexis, une question en même temps. Quelqu'un qui demande si vous avez des liens avec les développeurs des jeux vidéo pour pouvoir intégrer les assets. Tout à fait. Nous, on a la force de frappe de Skinvader, c'est non seulement de créer le pont entre les marques et les plateformes de jeux, mais c'est aussi d'avoir en interne des équipes qui sont des développeurs de jeux vidéo, qui sont des artistes 3D, qui sont capables de produire les assets au bon format, dans les bonnes contraintes techniques de chaque plateforme, et un peu de versionner, quand on digitalise une collection pour un Puma, un Timberland, d'aller versionner les assets et de dire, voilà, on a les assets qui sont compatibles avec Roblox, on a les assets qui sont compatibles avec Zepeto, on a les assets qui sont compatibles avec le jeu X et le jeu Y, justement pour faciliter la vie du développeur, pour lui éviter un peu ce travail supplémentaire de il faut que j'intègre dans mon jeu, etc. Et puis un planning de dev dans un jeu, c'est toujours très, très compliqué et très chargé. Donc, il n'y a pas la place, il n'y a pas le temps. Donc, on résout au maximum les problèmes qui peuvent surgir
et on va faire l'intégration, si l'éditeur, le développeur le permet, à sa place dans le jeu. Voilà. Ok, merci Alexis. Samuel, je te propose de nous partager, vous, les freins que vous rencontrez quand vous mettez en place. Oui, alors il y a pas stratégie. mal de choses. Alors je vais pas répéter tout ce qui a été dit, mais il y a pas mal de choses fondamentales qui ont été mises sur la table. Je pense notamment à la culture propre à la France et à certaines industries, notamment le retail. On est assez bien placé pour le savoir chez Vicult. C'est effectivement cette presque aversion au changement, cette tendance à attendre que le concurrent essaye et se plante pour pouvoir le copier et faire la même chose en mieux. Bon, c'est pas forcément des choses qui nous aident beaucoup, mais ça c'est quand même essentiel de le rappeler. J'ai bien aimé également quand Alexis a évoqué le fait que on a tendance à s'arrêter à des one shots. Nous chez Vicult, on a souvent ce problème. En fait, on travaille souvent sur des prototypes, ce qu'on appelle des POC dans le jargon, des proof of concept, sans jamais vraiment totalement scaler sur, si on prend un retailer, sur une collection de produits complète, sur une collaboration de long terme. En fait, on est souvent sur des petits essais technologiques à court terme. Pour vous donner un petit peu une image caricaturale, c'est comment est-ce que un service innovation d'un retailer innove pour justifier en fait son rôle de pôle innovation au sein de la structure. Mais en fait, on s'arrête là. On n'est pas dans des véritables transformations du parcours client ou des chaînes de valeur au sein de l'entreprise, même si c'est en train de basculer depuis le Covid parce que pas le choix, quoi. Romain Blanco, lui, qui fait du showroom virtuel. Nous, on a également chez Vicult beaucoup de sollicitations pour du showroom virtuel, notamment avec des clients dans l'automobile. L'idée, c'est de pouvoir pallier à l'absence des salons automobiles parce que Covid, quoi. Donc, en fait, on les fait virtuellement pour pouvoir proposer aux forces de vente de ces constructeurs automobiles, leur proposer d'avoir un support de présentation des différentes gammes de produits via un outil un petit peu plus immersif, avec des démonstrateurs 3D sur certaines pièces automobiles, ce genre de choses, directement sur un environnement web. Et donc, moi, le challenge que je voulais vraiment soulever, en fait, c'est la création de la donnée 3D. Parce que depuis tout à l'heure, on évoque donc la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la 3D, le métaverse, etc. Vous avez besoin d'une donnée 3D pour créer un contenu. Alexis est très bien placé chez Skinvaders parce que c'est exactement ce qu'ils font, ils créent du contenu fashion digital. Le souci qu'on a, nous, Vicult, quand on travaille avec un retailer qui souhaite, par exemple, créer une expérience 3D de configuration d'un meuble, on a besoin de digitaliser l'intégralité des pièces des meubles, l'intégralité des références produits pour pouvoir créer un contenu 3D dynamique. Là où ça coince en général, c'est que si ce retailer n'a pas lui-même la maîtrise de cette donnée 3D, ne possède pas la donnée 3D en interne, on doit la créer de zéro. Et là, on part sur des coûts qui sont exponentiels et c'est souvent un bloqueur dans la mise en place des projets parce que ça veut dire qu'on va partir sur un projet de plus petite envergure, on va tester des choses, mais on ne va pas être prêt à scaler tout de suite. Nous, chez Vicult, le discours qu'on a avec nos clients, c'est structurez-vous en interne. Ayez la maîtrise de votre donnée 3D. L'exemple parfait, c'est l'industrie automobile qui travaille déjà avec la 3D depuis des dizaines et des dizaines d'années. Simplement, en fait, vous avez toujours à un moment donné dans la chaîne de valeur un designer qui a conçu par des logiciels de CAO un modèle 3D. C'est une base, c'est un modèle 3D qui existe, qui peut être adapté, retraité, réutilisé par d'autres divisions, marketing, etc. Il est important que vous ayez cette maîtrise de la chaîne de valeur, de la chaîne de conception numérique 3D au sein de votre entreprise. Je vais prendre un exemple très concret. On collabore avec Decathlon depuis 4 ans. C'est ce que vous avez montré avec la vidéo tout à l'heure avec les tentes Quechua en 3D. Nous, en fait, on les a formés en interne chez Decathlon pour qu'ils puissent à terme créer leur propre tente en 3D pour les intégrer dans notre outil e-commerce. C'est-à-dire, vous avez la maîtrise de la création du contenu et nous, simplement, on vient vous apporter un support technique. Mais c'est comme ça qu'on peut arriver à scaler sur des usages grand public, parce que sinon, on va toujours être sur un bloqueur purement financier, quoi. Et ce n'est pas très compliqué parce qu'en fait, l'infographie 3D, c'est quoi? C'est juste une évolution de l'infographie 2D. L'écosystème existe, les logiciels existent. On parle de la suite Adobe, on parle
on parle d'Autodesk. Enfin, ce sont des environnements que les entreprises connaissent déjà depuis des dizaines d'années. Donc, ça paraît révolutionnaire, ça ne l'est pas tant que ça. En fait, c'est une évolution qui va se faire naturellement. D'accord. Merci Samuel. Et pour finir sur cette question, c'est Romain pour le côté B2B. Quels sont les freins de ton côté que vous rencontrez? Alors nous, on va être sur des freins beaucoup plus pragmatiques et terre à terre. On va avoir de la résistance au changement la plupart du temps. Donc ça va être à l'intérieur, au sein des marques. On a encore beaucoup de marques qui présentaient leur collection. Et pas plus tard que ce matin, j'avais un call avec une marque très connue qui encore le présente comme ça, sur des fichiers Excel et du PDF. Donc, basculer sur une solution technologique revient plutôt à se poser la question de la résistance au changement et de basculer sur quelque chose de changement de process. Donc, c'est vraiment le frein principal qu'on va observer chez nos clients et chez les acheteurs. Après, pour le reste, il y a une réelle volonté d'adopter des nouvelles technologies et d'avancer, mais il y a dans les organisations encore une volonté de faire comme on a toujours fait dans le passé. Donc, on est vraiment sur des résistances, on est vraiment sur des freins qui vont être beaucoup plus simples de l'être humain en règle générale, en fait, et on n'a pas besoin forcément, nous, d'avoir des early adopters ou des gens très pointus pour pouvoir adopter notre solution. Mais on a encore beaucoup de gens qui ont parfois des difficultés avec la technologie. C'est plus ça les freins. C'est le cap alors. Exactement. Voilà. Merci beaucoup. On arrive bientôt à la fin de la table ronde et pour conclure, j'avais envie de vous poser la grande question. Comment on voit le futur de cette distribution, de ce commerce dans les 5 à 10 ans? Comment ça va évoluer par rapport à ce que vous voyez aujourd'hui? En résumé, comment sera le shopping du futur pour vous? Alexis, je te propose de commencer. Alors ça, c'est la grande question. Je sors ma boule de cristal et j'essaie de vous donner une bonne réponse. C'est hyper dur. C'est hyper dur d'imaginer le futur parce qu'il y a plein de choses qui sont arrivées là dans les dernières années qu'on ne pouvait pas prévoir et qu'on ne pouvait pas imaginer. Et comme tu le disais tout à l'heure, Natacha, il y a aussi parfois des coups d'accélération comme ça qui sont imprévisibles. Je pense que ce qui est important, c'est, en tout cas pour moi, c'est de se dire que ça ne sera pas du tout virtuel et sans doute plus du tout physique non plus, mais qu'il y a un juste milieu quelque part. Je n'ai pas envie qu'on passe notre vie connectée à des écrans ou à des casques de réalité virtuelle. Mais il y a sans doute des choses assez extraordinaires dont on peut bénéficier dans la technologie qui nous permettent de résoudre pas mal de problèmes, que ce soit avoir un cycle de production un peu plus raisonné pour la mode ou accéder à des expériences de marque dans le virtuel. Aujourd'hui, c'est ça que les consommateurs attendent. Ça a toujours été un peu le carburant des marques dans leur storytelling. C'est l'expérience de la marque. C'est ce qu'elles réalisent quand elles designent des espaces retail. Et finalement, le métaverse, les jeux vidéo, les environnements 3D interactifs, ça n'est qu'un moyen de vivre une expérience un peu différente. Et c'est pour ça que les jeux vidéo ont tant de succès. C'est parce que quand on joue à un jeu vidéo, on n'achète pas un produit, on vit une expérience. Et donc finalement, je pense que l'enjeu, ça va être de décliner un peu l'expérience des marques, l'expérience d'une marque dans le virtuel, de faire passer ça sans doute par des choses vraiment plus émotionnelles, qui ne se traduisent pas toujours par l'achat d'un produit, que ce soit un produit physique ou dématérialisé. Et je suis sûr qu'il y a plein de choses à faire. Ça va prendre du temps. Voilà. Mais moi, c'est à ça que j'aspire et c'est à ça qu'on travaille. D'accord, merci Alexis. Romain, qu'est-ce que tu dirais? Il ne nous reste plus que 4 minutes. Alors, je vais faire rapide. Il y a une question dans le chat qui me demande si le produit 3D suffit-il à déclencher. Donc, j'en profite pour répondre à cette question, puisque c'est un peu un des points que j'allais évoquer. La 3D est clairement un sujet sur lequel un certain nombre de marques vont se pencher dans les prochaines années, notamment sur le B2B, puisqu'on est dans le process, dans la chaîne de valeur, en précommande. Les achats sont placés avant la production dans le wholesale, ce qui donne tout son sens à la 3D puisque les produits sont des prototypes qui sont créés uniquement pour montrer les possibilités de vente et du catalogue de la marque.
Est-ce qu'un grand magasin pourrait acheter un produit 3D si la marque n'a jamais eu de contact avec ce grand magasin et si elle ne connaît pas, je pense que pour un premier achat, ça va être difficile. Difficile parce que l'expérience du produit va être nécessaire. En revanche, quand la marque est connue du grand magasin, qu'on connaît la qualité, qu'on connaît ses fournisseurs, qu'on connaît son bien-aller, le bien-aller du produit, le tombé et les matières, dans ce cas, je pense qu'il n'y aurait pas de problème pour qu'une marque puisse acheter un produit en 3D. Un acheteur puisse acheter un produit en 3D, notamment sur des modèles. On pourrait avoir par exemple le produit principal en physique et puis les déclinaisons couleurs ou des imprimés plus fous en 3D. Ça ne serait pas surprenant, c'est ce qu'on voit déjà. Toutes les marques ne créent pas tous les modèles dans toutes les variantes. Ça va être un axe de développement pour les acheteurs. Et puis, je pense qu'on va revenir, on était très physique, on est passé tout digital pendant les 2 dernières années. L'avenir du shopping B2B, ça sera hybride. Merci, Romain. Samuel, qu'est-ce que tu ajouterais, toi, de ton côté? Moi, je vais être très conventionnel. Je vais vous dire que l'expérience client sera toujours plus omnicanal. Qu'est-ce qu'on veut dire derrière ça? C'est en fait, on a souvent vu une dichotomie, une opposition entre virtualisation du parcours client et magasin physique, alors qu'en fait, les deux sont totalement complémentaires. Là, il y a plein de choses qui me viennent à l'esprit, mais par exemple, moi, j'avais une discussion il y a quelques jours avec des gens de chez Bouygues qui veulent accompagner le groupe LVMH sur voilà, comment est-ce qu'on peut créer des use cases avec la 5G. Il y en a plein, en fait, il y en a plein. Et moi, il y a un truc qui m'est venu à l'esprit, c'est effectivement tous ces riches clients asiatiques ou Middle East qui faisaient leurs courses avenue Montaigne ou Champs-Élysées chez Vuitton, peut-être viennent beaucoup moins en ce moment à cause du Covid. Comment est-ce qu'on peut recréer une connexion privilégiée entre des clients premium et des conseillers en magasin? Des choses qui se font déjà, hein, des sessions de personal shopping en visio, enfin ça c'est très concret, mais on peut aller beaucoup plus loin, on peut arriver sur toutes les problématiques d'essayage virtuel avec des mannequins virtuels, comment est-ce qu'on peut créer son passeport virtuel pour pouvoir le réutiliser sur plusieurs plateformes e-commerce pour savoir, voilà, j'ai mes données 3D de moi, mon propre fitting personnel, et je sais pouvoir acheter un produit qui me convient. Il y a plein de choses. En fait, de manière générale, j'ai envie de dire que on ne va pas forcément vivre des choses peut-être si révolutionnaires que ça. Simplement, là, ce qu'on est en train de tâter aujourd'hui, ce qui touche à l'immersion, la 3D, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, existe déjà, mais va tendance à se généraliser. Et ça va passer par tout ce que j'ai évoqué juste avant. Ce sont les process internes, les organisations des entreprises, pouvoir acquérir les compétences en interne, que ce soit de l'ingénierie 3D, que ce soit de l'infographie 3D, pour être simplement plus productif et rendre ces projets tout simplement rentables, en fait, faire un retour sur investissement. Et ça, il y a pas mal de leviers qui existent, hein. La 5G va permettre de fluidifier les échanges de données, l'intelligence artificielle va permettre de faciliter le retraitement de la donnée 3D. Enfin, on pourrait en parler pendant des heures, mais voilà, les choses sont atteignables. Ce sont des choses atteignables. Merci Samuel. Marie, et après Maxime pour finir. Marie, tu peux rajouter quelque chose? Oh. Très rapide pour que Maxime puisse exprimer en une phrase. Lever les frictions, c'est-à-dire de moins en moins de frictions dans l'omnicanalité, pouvoir passer d'un monde à un autre. Tout ce sera un même monde en fait, avec plusieurs fenêtres qui s'ouvriront de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus juste aussi, parce que je pense que si on est dans le métavers dans le futur, on sera aussi dans l'industrie des NFT qui seront devenus une norme aussi, et donc la monétisation des expériences, mais aussi des créateurs, des artistes qui sont derrière ces expériences, la manière dont ils pourront aussi monétiser leur travail. Je pense que ça contribue beaucoup et que ce sera un beau futur de toute manière si on augmente ce qui existe déjà, et ça y contribuera. Voilà. Et nous, en tant que Skyboy, au lieu d'augmenter uniquement la réalité physique, on augmentera l'expérience au sein du métavers. Voilà comment je vois les choses. D'accord, merci Marie. Et Maxime, pour conclure? Moi, je vais répondre à cette question en posant une autre question. Non, mais on a en fait un concept qui va arriver dans ce futur commerce, c'est le vestiaire digital. Aujourd'hui, on a nos fringues qui sont rangées dans des placards, et demain, on aura nos fringues virtuelles rangées dans des placards virtuels qui serviront à habiller
nos avatars dans les jeux de vidéo et nos avatars dans la métaverse. Moi, je pose un peu la question des ponts entre ces deux vestiaires. Est-ce que du coup, notre vestiaire physique sera copié en version digitale et qu'au contraire, on aura un vestiaire digital qui sera beaucoup plus grand avec peut-être des nouvelles marques qui ne vont exister que dans ce vestiaire digital-là et où ça servira aux marques à faire de la précommande ou autre. Voilà, moi, ça, c'est conceptuellement parlant, je pense que c'est quelque chose qui me travaille et je suis curieux de voir un petit peu comment ça va tomber. Et on sait aussi que les marques aujourd'hui sont un vecteur de positionnement social qui est assez fort. Est-ce que du coup, les marques de luxe resteront des marques de luxe dans la métaverse ou s'ils serviront justement à aller targeter un public beaucoup plus large? Est-ce que des marques un peu mass fashion deviendront stylées, un peu plus stylées dans le métaverse parce que positionnement plus niche ou autre? Voilà, moi, c'est un peu la question que je me pose. Ouais, Question exactement. ouverte. Voilà. Question ouverte, voilà, food for thought pour le reste de la journée. Et au plaisir d'en rediscuter sur une prochaine table ronde. En tout cas, merci Natacha pour cette modération. Merci beaucoup à vous. En tout cas, j'espère que vous avez pu tous avoir le temps quand même de partager ce que vous aviez envie. Parce qu'on a été un peu court à la fin. Mais en tout cas, on voit que c'est un futur hybride, en tout cas pour le commerce à venir. Donc voilà, vous avez nos experts qui peuvent en parler avec vous si vous le souhaitez. Si vous posez des questions, n'hésitez pas à les contacter. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci Natacha, merci à tous. Et passez une très belle journée. Merci.